Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, il fait froid, vous en avez tous rendu compte. Le virus n'a pas changé sa contagiosité à cause de ça. Et actuellement, nous tenons toujours bon dans ce beau paysage hivernal, car le plateau que nous connaissons depuis des semaines se poursuit. Il ne diminue pas, mais ça n'augmente pas non plus. À l'heure actuelle, on a même une petite diminution du taux de nouvelles infections. On a une petite augmentation des nouvelles hospitalisations, mais le nombre de décès continue à diminuer de manière significative. Alors si on s'attache aux nouvelles contaminations, on a eu en moyenne 2212 nouveaux cas durant cette dernière semaine, avec une diminution de 5% par rapport à la moyenne de la semaine précédente. En revanche, nous avons augmenté notre nombre de tests, donc ce n'est pas lié à une diminution du nombre de tests. Le nombre de tests moyen atteint à peu près actuellement les 50 000 tests par jour. Cette diminution se manifeste en Wallonie avec moins 8%, en Flandre avec moins 7%, alors qu'actuellement en région de Bruxelles-Capitale, on a une augmentation de l'ordre de 18%. Les provinces de Namur, avec plus 31%, et de Flandre orientale, avec plus 6%, connaissent elles aussi, comme vous le voyez sur la carte, une augmentation. Quant au nombre absolu de nouveaux cas, c'est toujours dans la province d'Anvers et dans les deux Flandres qu'elle est la plus importante. Si on s'intéresse cette fois-ci à la répartition selon les tranches d'âge, on constate des diminutions dans toutes les tranches d'âge, avec une diminution particulièrement marquée chez les personnes les plus âgées, de plus de 80 et 90 ans, respectivement de 18 et de 22%. De ce fait, l'âge moyen des nouveaux cas a diminué, il continue de diminuer. La semaine dernière, en l'occurrence, la moitié des nouveaux cas étaient âgés de moins de 38 ans. Si on s'intéresse cette fois-ci, et vous le voyez sur la diapositive, aux nouvelles hospitalisations, on a une légère hausse, effectivement. En moyenne, on avait 121 nouvelles admissions par jour, soit 6% de plus que 2% de plus, que la semaine précédente. Donc une toute petite augmentation à ce niveau-là. Ceci nous amène à avoir à peu près 1700 patients, en l'occurrence 1698 patients hospitalisés pour Covid, dont 302 le sont en soins intensifs. Ceci est une diminution respectivement de 8 et de 7%. Vous avez remarqué qu'on est repassé au-dessus de la barre des 300 patients, ou très légèrement en tout cas, en soins intensifs. C'est probablement simplement lié à l'artefact habituel du début de semaine, avec des patients qui ne sortent pas des soins intensifs éventuellement pendant le week-end. Et on a toujours une petite augmentation, d'ailleurs, tant du nombre total de gens hospitalisés que de gens en soins intensifs en début de semaine. Si on se préoccupe des décès, le nombre de décès continue à diminuer. Nous devons cependant toujours déplorer actuellement 39 décès en moyenne par jour. Ceci est 19% de moins que par rapport à la semaine précédente. Ce pourcentage sera moins spectaculaire sans doute dans les jours qui viennent, parce que dans la semaine de référence, il y avait jusqu'à présent le 23 janvier qui était marqué par 67 décès. Ce jour ne sera plus dans la semaine de référence et donc le pourcentage de diminution va sans doute lui aussi être moins important. Alors on va aborder notre thème du jour, un thème relativement long concernant le suivi des contacts dans les écoles. Comme vous le savez, et peut-être qu'on le sait trop peu, la Belgique est un des rares pays, occidentaux en tout cas, qui, dans le cadre de cette pandémie, a réussi à garder, vaille que vaille, pas toujours facilement, c'est clair, la plupart des écoles, et en tout cas les écoles primaires, ouvertes durant cette année particulièrement difficile, au contraire de la plupart des pays qui nous entourent. Garder les écoles ouvertes a été considéré, et je pense à juste titre, comme étant une priorité sociale et psychologique, mais elle demande beaucoup de mesures. Elle demande des mesures de précaution, elle demande beaucoup d'efforts de la part des élèves, on en est conscient, de la part des parents, certainement, de la part des enseignants et de la part du psychomédico-social.
C'est un grand bateau, une école. C'est un grand bateau, et un grand bateau, il faut prendre des mesures rapidement lorsqu'on veut le faire tourner, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, parce que ce n'est pas facile à faire. Et donc il est important de réagir rapidement, mais adéquatement, lorsqu'une contamination apparaît à l'école. Dans certains cas, et vous l'avez vu, on doit fermer des écoles. Mais c'est une minorité des cas, cette quarantaine de précaution. Généralement, ceci n'est pas nécessaire. Très souvent, il suffit de faire, comme on le dit d'ailleurs pour les adultes, la détection des cas, le testing donc, de mettre en quarantaine et seulement de le faire pour les élèves qui ont eu un contact à haut risque. Nous allons passer en revue avec vous les directives à ce niveau-là, au niveau des écoles, et ceux que ça intéresse pour le relire plus en détail, vous le trouverez sur le site web de Sciensano. Alors une première règle, c'est que si un enfant est malade et qu'il présente des symptômes, puisqu'il est malade par définition, eh bien il doit rester à la maison. C'est vrai pour les adultes, c'est vrai pour les enfants de la même manière aussi. Vous prenez contact avec votre médecin et il verra si, oui ou non, il juge nécessaire pour cette maladie de faire un test. Lorsque les enfants sont petits, lorsque les enfants ont moins de 6 ans, qui ne vont pas à l'école primaire, ils ne doivent pas systématiquement tous être testés si les symptômes sont peu importants, si l'enfant ne doit pas être hospitalisé, s'il reste simplement à la maison. On sait que c'est l'âge où on fait plein de petites infections virales de type rhume par exemple, et que donc il ne faut pas dans tous les cas faire un testing chez les enfants de moins de 6 ans. C'est malgré tout à cet âge-là un certain facteur de stress. Ceci étant, ces enfants vont rester à la maison et ils vont y rester 10 jours, de manière à ce que si le cas était lié à l'infection, lorsqu'ils reviendront dans la communauté, ils ne soient plus porteurs du virus vivant. Deuxième règle, s'il y a une présomption de Covid chez papa ou chez maman ou chez le frère ou la sœur, par exemple, au sein du foyer de l'enfant, l'enfant va aussi rester à la maison. Comme cette personne plus âgée normalement à la maison va faire un test, si ce test est négatif chez le papa ou la maman par exemple, l'enfant pourra retourner à l'école. Il n'y aurait pas de Covid au sein du foyer familial. Si le membre du foyer qui présente un symptôme a un test positif, l'enfant automatiquement est considéré au sein du foyer comme étant un contact à haut risque, il va donc être placé en quarantaine. Une quarantaine, on l'a dit, cela dure, je dirais actuellement, 10 jours. 10 jours après le dernier contact à risque. Si on effectue un test à J7 et qu'on a le résultat, on peut sortir à peu près 2 jours ou 3 jours, plutôt 2 jours, plus rapidement de cette quarantaine. Le dernier jour du contact à risque au sein de la cellule familiale, c'est le jour 10 après le début des symptômes de l'adulte ou du grand frère, de la grande sœur qui a présenté les symptômes en question. Dans les rares cas où on peut, au sein d'un foyer, totalement isoler quelqu'un parce qu'on a la possibilité, liée au type de logement, on pourrait considérer comme dernier jour de contact le dernier moment où la personne a été au sein du foyer avant de s'isoler dans une chambre, par exemple. Mais il faut bien reconnaître que dans la plupart des cas, lorsque c'est un parent qui est contaminé, ce type de situation est peu facilement réalisable. Au total, donc, la quarantaine de l'enfant peut s'élever à 20 jours, les 10 premiers jours suivis des 10 jours suivants, sauf si un test à J7 montre qu'il peut sortir, faire donc le J18, J19 de cette période en question. C'est une longue période. On se rend compte que ce n'est pas facile à manager, mais c'est grâce à cette quarantaine que le virus ne sera certainement pas réintroduit par cet enfant au sein de l'école. Et c'est ceci qui pourrait déterminer qu'une école, ou une classe en tout cas, reste ouverte. C'est donc finalement un acte de solidarité par rapport au maintien du fonctionnement des écoles pour le bien de tous. Règle numéro 3, si un enfant de plus de 6 ans a un contact étroit avec un élève ou un enseignant contaminé, eh bien cet enfant est considéré, donc même à l'école primaire, comme étant un contact à haut risque. Dans ce type de situation,
il doit être placé en quarantaine et il va être testé. Les enfants qui, en contraste, ont un contact à faible risque peuvent, eux, aller à l'école et continuer à y aller en s'abstenant toutefois de pratiquer des activités extrascolaires. Donc de se mélanger finalement avec d'autres bulles, d'autres enfants. Ceux qui vont déterminer ce type de contact, haut risque, faible risque, eh bien, ce sont les personnes les plus habilitées à le faire, c'est-à-dire des médecins, ou en tout cas des personnes, des structures psychomédico-sociales, qui ont eu une formation de manière et des instructions plus précises, en l'occurrence dans le contexte de cette pandémie. Et donc, avec cette connaissance, avec cette habitude qu'ils ont, ils vont déterminer qui est à faible risque ou à haut risque. La définition de ce type de contact va dépendre, on l'a déjà dit, de l'âge de l'enfant, les petits-enfants étant moins susceptibles d'être considérés comme étant des contacts à haut risque. C'est donc pour cela qu'il y aura une différenciation en fonction de, on a plus de 6 ans à l'école primaire, ou on a moins de 6 ans, on est en maternelle par exemple, et vous avez là une diapositive qui vous donne différents renseignements à ce sujet. Les contaminations au sein du personnel de l'école seront suivies par le médecin du travail quant à elle. L'enfant donc, qui est un contact à haut risque, doit être placé en quarantaine, comme on l'a dit, et il va être testé le plus vite possible. Pourquoi, entre autres, le plus vite possible? Eh bien, c'est pour savoir si d'emblée déjà, cet enfant n'est pas porteur du virus. Et s'il est porteur du virus, cela pourra lancer le tracing de manière plus rapide, de manière à définir les autres chaînes de transmission qui auraient pu ainsi se développer. Si cet enfant testé d'emblée là est positif, les autres membres de sa famille, frères, sœurs, papa, maman, seront eux aussi contraints de rester à la maison et, étant des contacts à haut risque, ils vont eux aussi être testés. Si par contre, ce test précoce de l'enfant est négatif, le reste de la famille, les autres membres du foyer, ne doivent pas être testés et peuvent continuer, pour les uns, aller à l'école, pour les autres, aller au travail. Ça n'empêche pas que l'enfant de départ, celui qui était considéré comme contact à haut risque, va rester en quarantaine pendant 10 jours, effectivement, et qu'il sera testé une deuxième fois. Au niveau de l'école, si une infection est détectée, on l'a dit, on ne doit pas systématiquement fermer toute la classe et certainement pas systématiquement fermer toute l'école. Et ceci ne dépend pas du type de variant. Le virus originel, le variant anglais, le variant sud-africain ne doivent pas faire changer fondamentalement ce type de politique. C'est en l'occurrence en cas d'infections multiples, et probablement ces variants sont-ils plus aptes à donner des infections multiples, ou s'il n'est pas clair si c'est vraiment une situation de contact à haut risque ou à faible risque, que l'on va mettre la classe entière en quarantaine. C'est le cas en l'occurrence lorsque les places au sein de la classe ont changé à plusieurs reprises et que l'enfant a la même journée, par exemple, côtoyé différents enfants de sa classe. Si l'on craint que le virus circule fortement dans l'école, dans des circonstances particulières, il peut être décidé alors de tester l'entièreté d'une classe, ou même dans certains cas, l'entièreté de l'école. C'est le cas, entre autres, s'il y a plusieurs cas symptomatiques au niveau d'une classe. Plusieurs élèves tombent malades, 3-4 élèves tombent malades, par exemple. Ou si il y a eu des contacts avec de nombreuses classes différentes lors d'une activité et qu'on a donc risqué ainsi de disséminer l'infection au sein de l'école. Ce type de fermeture plus globale, plus importante, se fera presque par définition toujours en concertation avec l'inspecteur sanitaire. Lorsqu'on teste ainsi une classe, lorsqu'on teste ainsi une école, il n'est pas forcément nécessaire d'emblée, avant d'avoir les résultats, de fermer tout.
dans la plupart des cas, on peut continuer à fréquenter l'école jusqu'au moment où les résultats sont disponibles. Mais ça aussi, c'est typiquement une discussion à avoir avec le psychomédico-social et l'inspecteur d'hygiène. Bien sûr, si les tests reviennent, que ces tests sont positifs, qu'il y a de nombreuses contaminations dans différentes classes, la décision peut être prise, comme ça a été récemment le cas à plusieurs moments, de fermer l'entièreté de la structure. Nous comprenons bien que ceci est une situation qui n'est pas facile à comprendre et à expliquer, et donc c'est une raison fondamentale pour laquelle, au niveau des écoles, les centres PMS jouent un rôle de guide pour que ceci ne se passe pas, si possible, de manière erratique d'une école à l'autre. Deuxième thème, beaucoup plus court, c'est un suivi de ce qu'on appelle maintenant le long Covid, ce qui se passe après le Covid quand tout ne va pas bien. Comme vous le savez, dans la plupart des cas, les personnes guérissent en 1 à 2 semaines, tout spécialement lorsque l'infection a été modérée, tout spécialement, bien sûr, si on n'a pas séjourné en soins intensifs, par exemple. Certaines personnes, et pas seulement ceux qui ont séjourné en soins intensifs, mais parfois certaines personnes qui sont restées à domicile, continuent à présenter des symptômes pendant non seulement des jours, mais éventuellement des semaines, et certaines d'entre elles des mois, après la fin de l'infection aiguë. Les symptômes les plus fréquemment signalés sont la fatigue, sont le fait d'être à court d'haleine, l'essoufflement, sont des maux de tête, sont des difficultés de concentration, la persistance entre autres de ce fameux brouillard, ce fog, comme disent les anglo-saxons, qu'on a parfois dans la tête lorsqu'on est en infection aiguë et qui continue parfois pendant des semaines après l'épisode en question. Et il y a toute une série d'autres symptômes qui sont ainsi actuellement signalés. Il y a dans la littérature scientifique beaucoup d'incertitudes et donc il est clair qu'il faut actuellement, et c'est une recommandation internationale soutenue par l'OMS et par plusieurs pays, il faut maintenant mieux s'attacher à comprendre ce qui se passe chez ceux qui présentent ces symptômes au long cours. Ceci est-il dû à une infection persistante, ce qu'on ne croit pas pour l'instant, mais bon. Ceci est-il dû à des fréquences différentes en fonction du type de population? Combien de temps cela dure-t-il exactement? Il y a de larges zones qui doivent être encore explorées. En décembre dernier, le KCE, donc le Centre fédéral d'expertise sur les soins de santé, a lancé une étude sur les besoins et le suivi des personnes qui présentent ainsi des symptômes pendant encore des semaines après la fin théorique de la pathologie. Dans ce cadre, le KCE a également lancé un questionnaire en ligne. Si vous avez encore actuellement ou si vous avez eu des symptômes Covid persistants ainsi de longue durée, vous pouvez remplir ce questionnaire en ligne via le lien qui s'affiche actuellement sur la diapositive. Ce questionnaire peut encore être complété jusqu'au dimanche 14 février. Merci pour votre attention.